Bonjour à tous. Alors on va parler de CRM maintenant. J'espère que vous connaissez un petit peu cette terminologie, mais je vais m'efforcer de l'expliquer pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et nous, on parle avant tout de Customer Intelligence. Donc Customer Intelligence, ça regroupe en fait tous les concepts liés au client et à l'intelligence que vous allez pouvoir en tirer dans différents outils, notamment informatiques, que vous pouvez mettre en place pour gérer au mieux vos clients. Alors le titre exact de la conférence, c'est que cette solution CRM, de la relation client, le but du jeu est qu'elle serve votre stratégie client, c'est-à-dire que vous définissez votre stratégie client, et la CRM va ensuite va être le moteur pour que cette stratégie client soit gagnante pour vous. Donc je me présente, je suis François Papon, je suis le directeur des opérations d'une société qui s'appelle Carenet. Je vais passer juste une slide sur Carenet pour vous expliquer un petit peu qui on est, c'est super simple. Voilà. Donc Carenet, on est en fait une société dédiée CRM, on ne fait que ça, et on a une expertise sur des logiciels CRM, en fait sur 2 logiciels, mais je dirais peu importe, quel que soit le logiciel CRM, le but du jeu est de mettre en œuvre votre relation avec vos clients. Donc les 2 logiciels sont Salesforce et Sugar CRM, qui sont assez connus, que vous connaissez peut-être. Et nous, donc, on est intégrateur sur ces solutions-là, et on fait également du conseil en amont de la mise en œuvre. On a une cible de clients, classiquement PME et grands comptes. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, un CRM, à qui ça s'adresse? Et plutôt que on va passer de l'autre côté de la barrière. Aujourd'hui, vous êtes là en tant que, que fournisseur à vos clients de prestations ou de produits. Mais avant tout, souvent, vous avez été vous-même victime, si je puis dire, de CRM, c'est-à-dire de sociétés qui ont mis en place un CRM et qui vous ont profilé en tant que consommateur. Alors quelques exemples illustrent cette slide avec des concours, des cartes de fidélité qui font que vous allez être connu de vos fournisseurs et que grâce à ça, ils vont pouvoir essayer de mieux vous de mieux vous persuader d'être fidèle à leurs offres, prestations et produits. On distingue globalement 3 types de sociétés dans le monde. Les sociétés en B2B, donc business to business, c'est-à-dire que vous vendez à d'autres sociétés et ces sociétés consomment vos produits ou vos prestations. Le B2C, vous vendez à des consommateurs qui, par exemple, quelques exemples, c'est souvent les plus connus, donc c'est la distribution. Zara, Fnac, Carrefour, c'est toutes les enseignes, tous les magasins, globalement, et puis la vente en ligne maintenant. Et puis le B2B2C, là c'est un concept un petit peu plus récent pour la CRM, dans la mesure où c'est des gens comme, je pense à Danone, Sony, comme on vous le dit ici, qui ne connaissaient pas leurs clients. Le client de Danone, aujourd'hui, c'est Carrefour, c'est Auchan, c'est tous ces gens-là. Le client de Sony, c'est Fnac, c'est Darty. Mais le client final de Sony, c'est vous. Et le client final de Danone, c'est vous. C'est comme ça qu'on commence à voir des opérations qui font que ils vont essayer de vous connaître, vous, en tant que consommateur, ils ne peuvent pas vous connaître directement, parce qu'ils ne vous vendent pas directement. Vous ne pouvez pas aller acheter des yaourts chez Danone, c'est pas possible. Donc ils vont essayer de mettre dans leurs produits des offres qui vont faire que vous allez vous déclarer sur leur site internet, par exemple, pour faire un concours ou pour quand vous appelez le service consommateur, et c'est comme ça qu'ils mettent des numéros verts en place, et essayer de mieux vous connaître. Donc c'est B2B2C. Danone ne vend pas des yaourts à Carrefour pour Carrefour. Danone vend des yaourts pour que Carrefour les vende. 3 types de métiers, classiquement, ça touche les 3 métiers qui touchent le client, c'est-à-dire évidemment le commerce, les vendeurs, c'est le sujet principal de ce salon, mais également le marketing et le service client. Donc toute la gestion des demandes et des réclamations. Alors, je sais, quelques-uns d'entre vous ont entendu parler de CRM déjà. Je vais pas faire un petit sondage, mais enfin, voilà, de logiciels CRM l'ont déjà mis en place, ont déjà des expériences et des retours d'expérience. On a essayé de résumer à travers ces 3 bulles le type d'expérience et de retour qu'on a un petit peu dans la tête en général. C'est-à-dire qu'un CRM, c'est considéré comme un logiciel, c'est pas une compta, c'est pas un truc obligatoire. Donc il y a des gens qui vont se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce que c'est efficace, est-ce que ça coûte cher, etc., etc., etc.
Voilà, c'est ce qui illustre ça. On est toujours, quand on est sur un projet CRM, en amont, sur une phase de conseil, où en fait l'idée c'est d'arriver à ce que le client s'auto-persuade, c'est pas à nous de le persuader, que mettre en place un CRM c'est quelque chose de nécessaire, d'important, et qui va vraiment donner un retour sur investissement. Qu'on va essayer de calculer, on verra ça dans les slides suivantes. C'est assez original, hein, c'est assez difficile de calculer. Alors d'abord, quel est souvent le déclencheur des gens qui nous contactent? Nous, en général, les sociétés nous contactent parce que voilà, elles ont un projet CRM. Qu'est-ce qui fait qu'elles nous contactent? On a identifié quatre grandes raisons de se dire tiens, il faut que je mette en place un projet CRM. On ne parle pas d'objectif, on va en parler plus loin, mais c'est vraiment le déclencheur. Le déclencheur le plus courant, je pense que ça parle un petit peu à tout le monde, c'est que les gens en général, les commerciaux, le marketing, gèrent tout ça dans des fichiers Excel qui s'échangent par mail. Je vais faire une OP marketing, je demande à tous les commerciaux de m'envoyer leurs contacts, je consolide tout ça dans un fichier Excel. Et donc j'ai des fichiers Excel multicolores, multiversions, multi-endroits, et à la fin je ne sais plus trop qui est qui, je dédoublonne, etc. Ça c'est une des raisons principales. Deuxième raison, qui est un petit peu liée à la première, je n'arrive pas à trouver la bonne information au bon moment. Les clients sont dans plein de bases différentes. Évidemment, aujourd'hui, je vais demander aux gens de lever la main. Qui est dans un business où il n'a pas de clients? Personne. Donc évidemment que tous, vous avez un fichier client. Seulement si je vous demande, aujourd'hui, là précisément, depuis 5 ans, à combien de clients vous avez vendu? Souvent, personne n'a la réponse à cette question. Donc tout le monde a des clients, mais personne ne sait les qualifier ni quantitativement, ni bien souvent qualitativement. Parce que l'info, elle est partout. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez un fichier client? Oui, bien sûr, je l'ai dans SAP, je l'ai dans mes commerciaux, ils l'ont dans leur Outlook, dans leur iPhone. Ils sont partout les clients et en même temps, ils sont un petit peu nulle part. Troisième déclencheur, c'est un petit peu plus rare, mais c'est un déclencheur qui souvent fait que le projet est très accéléré, c'est une perte de données. Donc soit perte de données liée à une perte de confidentialité, soit perte de données liée à perte d'un ordinateur, et un certain nombre de données s'en vont avec l'ordinateur. Ça, c'est dans des plus petites structures. Et puis enfin, ça c'est un peu notre boulot. La quatrième raison, quand on en arrive là, c'est bien parti, c'est que les gens se demandent, non pas combien ça coûte d'avoir un CRM, mais plutôt combien ça coûte de ne pas en avoir. Alors c'est un peu une tarte à la crème de dire ça, mais là ça peut se calculer vraiment. On peut savoir, quand on fait des opérations, si on n'a pas de CRM, on peut les faire différemment et le retour sera inférieur. Mais on va illustrer cet aspect retour sur investissement. Alors franchir le pas, c'est très bien, c'est le déclencheur. C'est la raison pour laquelle les gens nous contactent. Mais ensuite, nous, notre principal boulot, c'est de les accompagner avec succès. Bon, aujourd'hui, depuis 2 ans, dans les 30 projets qu'on a fait en 2 ans, on est une petite structure, on ne fait pas énormément de projets par an. On en a 30 qui sont en production et qui sont utilisés. Donc on est assez fiers de cette stat. Ce n'est pas toujours le cas dans les projets CRM. Et on verra quelle est notre originalité. Alors première raison, premier conseil pour mettre en place un CRM avec succès, c'est une obligation, même si vous êtes une société de 3 personnes, c'est d'identifier un objectif stratégique. Un objectif stratégique, c'est pas je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Parce que là, même question, je vais vous éviter de lever la main encore une fois. Qui est dans un business où il ne veut pas augmenter son chiffre d'affaires? Voilà, même réponse, personne. Donc augmenter mon chiffre d'affaires, si toutes les sociétés qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires nous contactent pour leur projet CRM, on est super content. Donc c'est pas ça l'objectif. Augmenter mon chiffre d'affaires, c'est la conséquence de l'objectif. On verra un petit peu la différence. Un objectif, on va zoomer un petit peu sur chacun des points dans les slides suivantes. Donc je passe celle-là et on va zoomer ensuite sur ces 4 points qui sont vraiment importants. Si vous avez ces 4 points-là, vous avez 100% de chance que votre projet CRM il soit un succès. Premièrement, donc objectif stratégique. Un objectif métier. 3 exemples, là on vous donne 3 exemples. La conséquence, bien sûr, sera une augmentation du chiffre d'affaires.
stratégiquement, j'ai décidé de passer sur, je suis en vente directe, je veux passer sur des ventes indirectes, je vais avoir à gérer des partenaires, je vais avoir à gérer des clients que je connaîtrai plus directement, parce que je serai en vente indirecte. Je mets en place un CRM pour accompagner cette stratégie. C'est ça mon objectif. Si je l'identifie clairement, je pourrais identifier des indicateurs pour savoir si cet objectif a été atteint. Deuxième type d'objectif, reconquête client. On a par exemple mis en place un CRM dans une mutuelle d'assurance qui était en situation de monopole, et puis d'autres compagnies d'assurance sont allées sur ce marché, et donc ils s'en sont pas rendus compte très rapidement, ils ont en tout cas pas fait les actions nécessaires, ils voulaient rentrer en reconquête. Donc c'est pas de la fidélisation, c'est vraiment de la reconquête. Des clients perdus, je veux les reconquérir. Ça c'est facile. Au niveau de l'indicateur pour savoir si c'est un succès, eh ben, on compte le nombre de clients qu'on reprend, c'est des gens dont ils avaient les coordonnées, mais qui n'étaient plus clients. Troisième chose, c'est quelque chose qu'on a mis en place dans une société qui vend des portes de placard, qui a plusieurs marques, dont la marque la plus connue qui s'appelle KZ. L'un des objectifs métiers était l'amélioration des délais de production. Comment? En fait, en identifiant clairement tous les chantiers sur lesquels la société était positionnée, elle pouvait prévoir ses lignes de production. Donc là, on est sur un vrai objectif concret et industriel, on va dire. On peut avoir plusieurs objectifs. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on conseille. On les fasse dans le temps. Et alors, idéalement, on les mesure. Deuxième chose qu'il faut impérativement faire quand on met en place un CRM, c'est définir les process. Comment ça marche cette chose-là? Alors, là, on vous met un exemple. Je ne sais pas si vous pouvez bien lire ce qu'il y a dans les ronds rouges. Peut-être pas. Ça, c'est le cheminement commercial traditionnel. Ok. Je commence par cibler. C'est ce qu'on appelle, on va dire, ça s'appelle des leads dans le monde de la CRM. Mais c'est globalement tous les gens qui sont susceptibles d'acheter mes produits ou mes prestations. Je reprends l'exemple, je suis Danone. C'est tout le monde. Globalement, tout le monde peut acheter du Danone. Si je suis une marque de vélo, c'est les gens qui font du vélo, etc. Donc je cible ma clientèle parmi la population, que ce soit B2C ou B2B. Une fois que j'ai ciblé, que j'ai identifié, que j'ai fait un premier lien, je tente de convertir. Donc le ciblage, c'est le boulot du marketing. La conversion, c'est le boulot du commerce. Là, c'est les commerciaux qui vont... Darty va vous envoyer des mailings, des pubs. À partir du moment où vous rentrez dans le magasin Darty, le marketing a fini son boulot, c'est le commerce qui va faire le sien. Vous achetez un produit chez Darty, vous rentrez chez vous, si vous ont bien ciblé, si vous ont bien profilé, pardon, ils ont vos coordonnées, et ils vont essayer de vous fidéliser. Donc de vous vendre peut-être des extensions aux produits que vous avez achetés. Et de vous gérer également au mieux par la garantie, par les différentes demandes d'assistance que vous pouvez avoir. Donc ces trois items-là correspondent aux trois façons que le CRM les trois façons dont le CRM vous connaît. La multiplication de trois indicateurs chiffrés liés à ces trois choses-là vous donne votre chiffre d'affaires. Encore une fois, si ce n'est pas le cas pour votre société, levez la main, ça m'intéresse. Normalement, ça marche à tous les coups, mais peut-être pas. Donc la première chose, comment je cible? C'est le nombre de prospects que vous avez potentiellement. D'accord? Que je multiplie par un taux de conversion. Que je multiplie par un panier moyen du client, me donne mon chiffre d'affaires. Quand je mets en place une solution CRM, tous mes objectifs doivent servir au moins l'un de ces trois indicateurs. Parce que là, pour le coup, personne ne nous dira qu'il met en place un CRM pour faire autre chose qu'augmenter son chiffre d'affaires ou ses marges, quand on est une société commerciale. Si j'augmente la satisfaction client, c'est in fine pour que mon client commande à nouveau ou plus ou soit fidèle. Donc, on revient à l'objectif. L'objectif doit permettre... Ça, c'est un exemple. C'est un exemple de process. C'est un process évident. Après, vous aurez évidemment vos process qui vous seront propres. Mais je dois être capable de dire si mon CRM, il sert... Souvent, les CRM servent d'abord à augmenter le taux de conversion. Notamment quand on est dans une logique commerciale comme
comme sur ce salon. Okay, donc c'est un outil qui va servir les commerciaux et qui va leur permettre d'augmenter. C'est-à-dire, s'ils ont 100 prospects avant le CRM, ils en convertissent 15. S'ils ont 100 prospects après le CRM, ils en convertissent 20. C'est notamment vrai dans le B2B. C'est un peu moins dans le B2C. Mais enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. En tout cas, voilà, la multiplication de ces trois indicateurs donne le chiffre d'affaires. Si on en augmente un des trois, mécaniquement, le chiffre d'affaires augmente. La cohérence du projet. Donc là, on rentre vraiment dans la logique de projet informatique, liée à la mise en place du logiciel CRM qui va étayer cette stratégie. Et là, il y a 4 choses qui sont super importantes. Et je vous assure que l'expérience fait qu'on a des cas où les projets ne sont pas cohérents. Dans ces cas-là, on explique au client que tant que son projet n'est pas cohérent, il y a de fortes chances de ne pas marcher. La cohérence doit jouer sur ces 4 opérateurs, besoin, volume, budget et planning. Je résume. Si j'ai 3 personnes à équiper, 3 commerciaux, je ne dois pas avoir un planning à 6 mois, un budget énorme, ça n'a pas de sens, ou des besoins complètement délirants. Tout ça doit être en cohérence. Si j'ai un besoin important pour un grand nombre de commerciaux, mon planning ne doit pas être à 1 semaine, même si mon budget est important, ça n'a pas de sens. Ok. Donc nous, notre logique, c'est de mettre en place pour 5 users des CRM en 1 semaine, et pour 100 ou 200 ou 1000 users, des CRM en plusieurs semaines ou plusieurs mois. C'est logique, c'est cohérent. Quatrième indicateur, enfin quatrième chose importante qu'il faut mettre en place pour que le CRM soit un succès, c'est identifier un animateur. Un animateur, c'est pas un service, c'est une personne physique. C'est la personne qui va porter le projet dans votre société. Ça représente un gros travail. Nous, dans nos expériences, ça va d'un on va dire, quart-temps jusqu'à un plein temps. Voire un animateur plus une équipe d'animation pour les très gros projets. Mais on va dire jusqu'à un plein temps, c'est 95% des cas. Et son boulot, c'est que ça marche. Donc en gros, déjà, si vous identifiez quelqu'un qui est animateur CRM, il va être super motivé pour que le projet soit un succès. Parce que sinon, si c'est 100% de son boulot et que c'est un échec, ben, il perd son job. Il sera remplacé ou en tout cas le projet tombe à l'eau. Donc voilà un petit peu ces différentes fonctions. Idéalement, nous on conseille qu'il soit localisé chez vous. C'est-à-dire qu'on ne propose pas de prestation d'animation CRM. C'est quelque chose c'est important que ce soit localisé chez vous. On peut l'accompagner au démarrage, mais en tout cas la personne doit être chez vous. Et idéalement encore dans une organisation transverse. C'est-à-dire que si l'animateur CRM, c'est le directeur des ventes de la région nord, c'est pas génial pour la région sud. Ok, donc quelqu'un de transverse. Alors souvent transverse, ça veut dire marketing ou DG ou parfois la DSI. Dans ce cas-là, il faut que ce soit quelqu'un d'assez fonctionnel. Donc c'est ce qu'on appelle objectivement neutre en fait. Voilà, il est a priori pas de parti pris. Ce qui marche souvent, c'est quand c'est quelqu'un en marketing. On a même parfois des sociétés qui recrutent quelqu'un qui peut sortir de l'école. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande expérience. C'est des gens qui peuvent être très motivés et qu'en plus nous on accompagne au démarrage et qui va animer le projet. Alors quand vous avez mis en place ce CRM avec succès, puisque vous avez respecté ces 4 phases, idéalement vous avez peut-être bossé avec nous, enfin bref, peu importe, en tout cas vous êtes arrivé au succès, vous avez des résultats immédiats. Les résultats immédiats, on n'est pas dans l'objectif là, on est vraiment dans le résultat palpable, concret. C'est ce qui peut permettre aussi de valoriser votre projet auprès d'une direction générale. C'est que vous avez pérennisé vos informations clients. Ça c'est tellement vrai que c'est super important que quand une société financière évalue la valeur de votre société, ça fait partie maintenant des critères de savoir si vous avez en place un CRM, s'il est opérationnel, s'il est mis à jour, s'il est structuré, et ça valorise votre société. Parce que si vous achetez une société, enfin un investisseur qui achète une société, il s'en fout du passé, ce qu'il veut c'est comment est-ce qu'il va la rentabiliser à l'avenir. Et si en gros vous lui dites depuis 15 ans, on a tout arraché au niveau des clients, mais par contre, voilà, on ne sait pas trop où on va. Il est super content que votre chiffre d'affaires il ait été bon, mais il a un petit peu de mal à voir comment ça va se passer dans l'avenir.
Bon, d'autres avantages immédiats, c'est que vous êtes en interaction, donc ça veut dire que vous avez la vision 360 du client, des choses assez classiques qu'on entend, et qui permettent en tout cas de bien connaître vos clients au-delà de la simple information liée à la CRM. Et puis enfin, ça vous permet de mettre en place des opérations. Dès le premier jour, vous pouvez mettre en place des opérations de type mesure de la satisfaction client. Vous pouvez faire des emailing, vous pouvez faire des SMS mailing, vous pouvez faire plein de choses, ciblées toujours évidemment. Vous pouvez faire des incentives internes pour vos commerciaux, selon la façon dont ils vont gérer leur partie de la base CRM. Okay, tout ça, ça peut se mettre en place dès le premier jour. Et puis, vous êtes prêts pour demain. Les solutions CRM, bon, alors évidemment, nous, on parle principalement de Salesforce et Sugar CRM, mais globalement, les autres solutions CRM modernes sont également prêtes là-dessus. Nous, on les diffuse pas, mais voilà, c'est pas pour ça qu'elles sont moins bonnes ou en tout cas, elles sont aussi dans cette logique-là. Tout le monde y est dans les solutions modernes. Vous avez tout de suite, dès que vous équipez vos commerciaux de choses type smartphone, tablette, etc., ça marche. C'est déjà en place. Vous pouvez tout de suite faire du ciblage, enfin tout de suite, vous pourrez, dès que vous serez prêt à faire des logiques de campagne marketing et d'emailing, faire du ciblage. Vous aurez toutes les infos. Et puis enfin, ce dont on entend beaucoup parler, mais de manière rarement très claire, c'est ce qu'on appelle le social CRM. Donc l'interaction entre les réseaux sociaux et votre base CRM. Alors c'est quelque chose qui aujourd'hui est très flou. Encore une fois, vous n'allez pas lever la main, je suis sûr. Qui n'est pas sur LinkedIn? Ah, si, quelques-uns quand même. Qui n'est ni sur LinkedIn, ni sur Viadeo, ni sur Facebook? Ah, quand même. C'est vous alors, il en restait 2. Bon, bah, très bien. Après, c'est un choix. Moi, je serais le premier à ne pas le critiquer. Il y a des avantages, il y a sûrement des inconvénients. En tout cas, l'avantage quand on est sur ces réseaux sociaux, en tout cas, quand vos clients le sont, parce que vous y soyez vous, à la rigueur, c'est pas forcément nécessaire pour ça, c'est que imaginez que, comment donner un bon exemple. Imaginez que vous puissiez avoir tous vos clients dans une base de données, donc tous les interlocuteurs dans les sociétés si vous êtes en B2B et tous vos consommateurs si vous êtes en B2C. Et puis vous avez tous vos commerciaux qui sont eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Et imaginez que vous puissiez de manière intelligente, c'est pour ça qu'on parle de Customer Intelligence, mélanger tout ça. Alors, Monsieur Durand, qui est commercial à Strasbourg, et qui est en ce moment sur un projet chez Air France à Strasbourg, je dis n'importe quoi, va se rendre compte que son collègue qui est commercial à Marseille, eh bien, il est en contact sur Facebook ou sur LinkedIn avec le DSI d'Air France à Strasbourg. Ça, c'est une info qui va y remonter parce que ça mélange le CRM et les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui n'existe pas, ce dont je vous parle. Hein. C'est quelque chose, ce vers quoi on peut imaginer qu'on va aller. Et bien alors, il a plus qu'à se connecter le matin et il regarde un petit peu toute l'activité des réseaux sociaux et de sa CRM. Et puis, il va lui suffire d'appeler le commercial de Marseille. Et enfin, c'est des choses, je suis sûr que vous en êtes rendu compte, pas forcément avec les réseaux sociaux, mais parfois vous discutez avec quelqu'un et vous dites tiens, mais tu connais en fait, toi t'es le frère de machin avec qui je bosse, qui est le DSI de telle boîte. Voilà, imaginez que toute cette info remonte sans que vous ayez à aller la chercher. C'est ça en fait vers quoi les CRM vont aller en couplage avec les réseaux sociaux. 2 témoignages pour finir cette présentation sur des choses qu'on a mis en place. Donc des choses assez différentes, on a pris une société qui est grossiste en produits alimentaires, c'est-à-dire que c'est eux qui fournissent aux restaurateurs, et notamment aux brasseries parisiennes, leurs produits. Donc ils vendent des jambons, des choses comme ça. Chiffre d'affaires 57 millions d'euros, 115 salariés, donc on est dans une belle PME, comme on dit, 10 000 produits, 1000 commandes, etc. Donc un petit peu de volumétrie. Projet fait en 2010. Premier objectif, prospection. C'est des gens qui ne faisaient pas de prospection, voilà, qui avaient leur réseau de restaurants, etc. Et qui ont monté une équipe pour prospecter et pour aller au-delà de leurs clients. Je crois qu'ils vendaient peut-être 95% de ce qu'ils vendaient à des clients qui étaient là depuis 10 ans. Enfin voilà, c'était vraiment une logique comme ça.
Et puis les évolutions qu'on a pu mettre en place ensuite, parce que ça c'est aussi une chose importante, c'est gérer les évolutions. Un CRM qui n'évolue pas. Voilà. J'ai dû faire une bêtise. Donc gérer les évolutions, on va voir si je connais bien ma présentation. Les évolutions qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place une stratégie marketing de manière à toucher ses clients. C'est possible de remettre la presse ou pas? Et puis ils ont fait une deuxième chose, qui est probablement très intéressante, mais dont je ne me souviens pas. Et c'était une deuxième évolution de cette société. La deuxième société qu'on illustre ici, c'est une société qui s'appelle Proservia. Je crois que j'ai appuyé là-dessus. Qui s'appelle Proservia. C'est une société qui fait... Merci. Donc la deuxième chose, c'était la fidélisation par la gestion optimisée des réclamations. On a fait en fait une intégration avec leur ERP, c'est-à-dire toutes les ce qui était livraison des commandes, etc., dans le CRM, ce qui fait que quand les clients appelaient en disant j'ai un problème avec ma commande, etc., les commerciaux avaient l'information. Donc ça, on a intégré le CRM avec les systèmes opérationnels. Deuxième exemple, donc société plus importante, filiale de Manpower, 1100 personnes, société classique de services informatique. Projet qui a été mené assez rapidement, en 2 mois à peu près, 70 utilisateurs. Et puis là, c'était vraiment, l'objectif, c'est qu'ils n'avaient aucune visibilité, il n'y avait vraiment rien en place. Alors, pourtant, c'est une société importante, hein. Rien n'était en place, aucune visibilité sur les prévisions de vente. Et donc, ils ne savaient pas piloter l'activité des consultants qui y plaçaient chez les clients. Donc là, l'objectif, vraiment, ça a été celui-là. Gain évident, c'est que quand vous faites une proposition à un client en disant ben voilà, si vous passez votre commande le 20 novembre, moi je peux vous dire que le 3 décembre j'ai 2 consultants qui sont disponibles, le 12 j'en ai 7, etc. Enfin voilà, tout ça étant le système qu'on a mis en place, c'est plus efficace que si vous dites ben, essayez de passer votre commande le plus vite possible, puis on verra à ce moment-là qui sera disponible. Ok. Donc voilà, du coup, cet objectif-là a servi l'indicateur taux de conversion. Okay. Puisque les offres étaient plus pertinentes et plus détaillées, plus adaptées, on peut imaginer, on n'a pas encore fait le calcul, c'est assez récent, que le taux de conversion a augmenté. Voilà, alors tout ça pour dire, en fait, il y a une petite citation en haut qui est en anglais, qui se dit « Start small, think big, act quickly ». C'est une citation d'une société hollandaise avec 300 utilisateurs CRM, donc une société de plusieurs milliers de personnes. Et donc l'idée, c'est de ne surtout pas essayer de faire quelque chose de trop parfait dès la première version du CRM. Commencer petit, en imaginant le CRM dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc choisir la solution, choisir le prestataire qui va pouvoir vous accompagner. Et puis agir rapidement, parce qu'une CRM, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui est lié au mois de janvier comme une compta, etc. Donc si jamais le projet est chaud à un instant T, il faut agir, quitte à faire un petit projet et à le faire évoluer. C'est nous ce qu'on conseille, c'est pour ça qu'on est vraiment dans une logique d'accompagnement. C'est pour ça que les solutions qu'on propose sont des solutions en location, c'est aussi pas neutre. Ça veut dire que les éditeurs avec qui on travaille de logiciels ont intérêt à ce que le projet marche, parce que sinon au bout d'un an, c'est de la location, donc ça s'arrête. Et c'est un revenu qu'ils n'ont pas. Donc voilà, et sachez aussi que je pense 99% des échecs CRM, c'est parce que la société a essayé de mettre en place un CRM dans sa version 1 qui soit parfait. Et plus on essaye de faire ça, plus ça me prend du temps, et plus ça prend du temps, plus les choses qu'on a analysées à un instant T ne sont plus valables quand on met en place la CRM. Et donc on essaie de rattraper ça, et donc on recule encore un petit peu, et ça dure comme ça pendant très longtemps. Ok. Donc si on met en place un CRM rapidement, quelques semaines, 2-3 mois maximum, alors on est encore dans le bon phasage, et il y a des CRM, c'est pas nous qui les avons mis en place, sur plusieurs milliers d'utilisateurs qui ont pu être mis en place en 3 mois. On a fait un déploiement là sur 2000 utilisateurs en 6 mois. Donc voilà, on est quand même dans des temps assez rapides vu la volumétrie de déploiement. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a quelques questions concernant ces mises en place. Alors,
Comment ça marche les questions? Voilà, il y a une jeune fille qui va vous passer un micro. Il y avait des questions, voilà. Bonjour. Une question concernant les implémentations de CRM que vous avez faites. Quelle est la recommandation que vous faites principalement sur le offline ou online? Est-ce qu'il y a une recommandation particulière? Qu'est-ce qui marche le mieux? Offline ou online, dans quel sens? Dans le sens de l'utilisation. Dans le sens où j'ai tout sur mon ordinateur sans être connecté, c'est ça? Tout à fait. Ou pas? D'accord. Donc nous, on fait 100% de online. On a fait un choix comme ça en 2004. On existe depuis 2004. À l'époque, c'était pas super évident parce qu'Internet n'était pas ce qu'est aujourd'hui. Ça nous a jamais vraiment posé de problème. Je pense que de plus en plus dans les mois qui... Alors nos solutions font de la synchro et tout ça, quoi. Mais nous, on déconseille. Je pense de plus en plus que dans les mois qui viennent, et allez, on va dire à échéance de 2-3 ans, je pense qu'Internet sera comme aujourd'hui. On regarde pas si on a du réseau pour téléphoner. Il faut vraiment être dans un coin très perdu pour pas avoir de réseau. Je pense que tous les appareils, tous les prix, les abonnements vont faire que Internet sera complètement dans tous les appareils en mobilité, donc la question ne se posera plus. Mais même depuis 2004, nous on conseille de faire du online. Après, ça fait un peu de synchro sur l'iPhone, les choses comme ça, mais utiliser un CRM pour ensuite synchroniser quand je suis à l'hôtel et que ça dure 2 heures, on a fait dans des vies précédentes. Et là, gros conseil sur le online. Une autre question, quelles sont les principales différences entre les deux systèmes dont vous parlez, notamment Salesforce et Sugar? Alors les principales différences objectives, c'est que Salesforce n'est disponible qu'en version cloud. Donc vous confiez l'hébergement à l'éditeur Salesforce. Sugar CRM est disponible soit en cloud, soit en hébergé chez vous. Voilà, différence objective. Sur le prix public, Salesforce est plus cher que Sugar CRM. Après, ça dépend de vos négos, etc. En tout cas, il y a une différence de prix au départ. Ensuite, Salesforce est une solution qui est plus aboutie et qui a plus de fonctionnalités que Sugar CRM. Voilà, nous, si on a un client qui veut, plus on veut du plug and play, plus on veut rester dans des grands standards, plus Salesforce va être adapté. Plus on veut du très très spécifique, dans ce cas-là, Sugar CRM pourra peut-être être plus adapté. Mais là, l'évaluation, elle se fait vraiment au cas par cas. Voilà, les grandes différences. C'est des outils qui se ressemblent énormément. J'ai pas de conseils particuliers à donner. Disons que si vous avez si votre projet il est vraiment stratégique et que vous avez aucun problème avec le cloud, Salesforce est la solution qui est archi leader dans le monde. Voilà, il n'y a pas de raison d'aller voir ailleurs, ni Sugar, ni autre chose. Si ensuite vous êtes plus tendu par le budget, vous voulez un petit peu héberger ça chez vous, etc., Sugar peut être une bonne alternative. Et puis peut-être une dernière question. Allez-y, il y avait d'autres questions, je crois aussi. Hein, en termes de coût, coût moyen par utilisateur pour une PME avec 10 utilisateurs, par exemple. Nous on se positionne comme étant 1 euro de souscription annuelle pour 1 euro de prestat. Alors, ça répond pas à votre question, mais en gros, le bon prix pour un CRM à la mise en œuvre, c'est entre 1000 et 2000 euros par utilisateur. Voilà. Si on respecte bien les clés du succès que vous avez formalisées, quels peuvent être les autres freins à la mise en place d'un CRM dans une entreprise? Plus spécialement les utilisateurs. Pardon? Plus spécialement au niveau des utilisateurs. Alors, si vraiment vous êtes dans la logique de respecter ça, normalement il n'y a plus de freins parce que ces choses-là vont lever les freins en fait. Mais les freins qui peuvent arriver quand vous essayez de respecter ces conseils-là et que vous n'y arrivez pas parce qu'il y a des freins, un des freins principaux, c'est un utilisateur qui va résister. Ça, on l'a vu nous sur un sous-traitant automobile. L'utilisateur qui gérait le compte Peugeot-Renault résiste. Il fait 50% du chiffre d'affaires, le projet tombe à l'eau. Donc il peut y avoir une résistance par le fait que quand on met en place un CRM, certains utilisateurs vont le ressentir comme une perte de pouvoir parce qu'ils partagent leurs connaissances. Donc voilà, c'est souvent ces choses-là. C'est pour ça qu'il est important que la DG soit. Je vais passer rapidement la slide ici, mais notre CRM est le seul et unique outil de travail des commerciaux et il n'est pas facultatif.
Donc ça, c'est le DG de Proservia, Stéphane Clément, qui l'a mis en place, et c'est réel. Ça veut dire qu'un commercial qui n'utilise pas le CRM, enfin, l'exemple, il est super frappant, hein, ça tombe bien, c'est le salon vendre. Un commercial qui fait une vente qui n'a pas été mise en place dans l'opportunité du CRM touche 0 de commission. Voilà. C'est pas la vente qui fait la commission, c'est la vente qui a été tracée dans le CRM. Donc voilà, ça c'est le facteur numéro 1. Si la DG n'est pas impliquée, mais nous on conseille, on dit qu'il faut qu'elle soit impliquée, donc voilà. S'il n'y a pas d'objectif, bref, si le projet est un peu flou ou un peu mou, il se plante. Mais parfois la DG est impliquée, il y a une résistance, et là le projet se plante pas, le projet se fait pas. Nous en tout cas on n'y va pas. Plus de questions? Ah, si finalement. Une petite dernière. Alors, en fait, comment garantissez-vous la sécurité des données, notamment quelle est votre position vis-à-vis de la CNIL? Alors, la CNIL, ça concerne le contenu. Oui, voilà. Donc le contenu, ça vous appartient. D'accord. C'est à vous, de la même manière que quand vous mettez votre fichier client sur Excel, vous devez déclarer le fait que vous stockez de l'information client, que ce soit sur Excel, sur Salesforce hébergé par Salesforce, sur un autre CRM qu'on peut héberger, voilà, peu importe, c'est vous qui devez faire cette déclaration, c'est la société qui est responsable du contenu. Voilà, pour ce qui est de la déclaration CNIL. Ensuite, sur la sécurité et la confidentialité, on est classiquement sur, enfin Salesforce a des très hauts niveaux de sécurité avec des ISO et des choses que je maîtrise pas très bien, mais en tout cas, notamment pour Proservia, ça a servi. Voilà, confidentialité, sécurité, tout ça est géré, c'est crypté sur les échanges. Enfin, là-dessus, on est vraiment comme quand vous interrogez votre banque par Internet, il n'y a pas plus d'informations qui est publiée. Ça, j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait, merci. Bon. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de salon. Et puis, j'ai quelques brochures, quelques stylos pour ceux qui sont intéressés, des petits goodies comme ça qui sont ici si ça vous tente.